ta cigare, excepté au goujat qui sont là. Vas-y, 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 vas-y. J'escompte rien te tendre, mais c'est de les entendre avec leur oui, 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 oh oui, oh oui, oh oui, pas un merci. Parfois dans ce glauque escalier, il me revient la voix d'un jeune effarouché, presque un gamin, répondant quand j'ai dit retourne à tes bavoirs. Je vous en prie, emmenez-moi nulle part. Emmenez-moi nulle part. Kissy asked me, I got high as a severed bay. I can't escape, it's in our blood. Turn the face and never look away. Rise up strong, let the music guide. No more running, leave the past behind. We'll start to get the hearts open wide. Take the skies open away tonight. I can lie, no, when ain't no one. Hang together, it's best you want. I can lie, no, I can still come till the end. But see, I know what's best. I am not. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, 16h22 en avance, c'est le début du Juste Bistrot, nous sommes le jeudi 18 septembre 2025 les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, c'est bientôt la fin de la semaine, c'est bientôt l'apéro, c'est bientôt Top 14, évidemment samedi Montpellier-Toulouse, on sera là et c'est surtout un plaisir de vous retrouver les copains pour papoter d'actualité, vous le savez, de plein de choses. Aujourd'hui, on va parler littérature, on va parler immigration, on va parler élections en Allemagne, on va parler solitude, il y a plein de choses, c'est le Juste Bistrot, ça part dans tous les sens, vous le savez, le rendez-vous où on se retrouve et où on est ensemble, les amis. Et tu vois, j'ai commencé plus tôt, j'avais fini mon boulot. Voilà, j'avais fini mon boulot, je me suis dit je vais aller voir les copains en bistrot, puis c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà les amis, ça fait du bien, ça fait plaisir d'être ensemble pour discuter, pour papoter, pour se poser des questions, voilà. C'est ça aussi, le rendez-vous du Juste Bistrot. Est-ce que vous allez bien les amis? Est-ce que vous êtes en forme? Dites-moi un petit peu là, qui fait quoi? C'est toujours la question, vous le savez. Est-ce qu'il y en a qui sont encore en vacances? Les feignants, levez la main. Voilà, dites-nous, ceux qui sont encore en holidays, comme on dit. Les amis, il y a DarkJoke76 qui dit « Avant, tu étais tout le temps en retard, maintenant tu es en avance, ce monde devient fou. » C'est vrai. Il n'y a plus rien qui va. Mais non, mais en ce moment, j'ai une efficacité... Oh,
Bah voilà, il y a que les lumières qui s'éteignent. Mais à part ça, j'arrive à finir mes journées en avance. Donc me voici là, me voilà. Et ça donne plus de temps pour papoter, pour raconter des bêtises, évidemment. Voilà, c'est ça qui est sympa. FCW0751 qui dit... bonjour, toujours pas reçu votre livre, est-ce normal? Alors les premiers exemplaires sont partis en début de semaine dernière, il peut y avoir un peu de retard à droite à gauche, surtout avec les grèves, c'est peut-être pour ça que ça prend un peu de retard. Si vous n'avez rien d'ici lundi prochain, vous m'envoyez un mail, avec plaisir, on va régler ça, évidemment. Lindsay Charlier qui dit « Plus rien ne va ma petite dame », ça c'est vrai. Malinx le Lynx 974 qui dit « Salut Rémi, j'ai livré des clients et j'ai fait du jardinage en plantant des fruits et légumes. » Ça c'est magnifique. Quels fruits, quels légumes? Parce que planter en septembre, qu'est-ce qu'on plante en septembre? Dis-moi tout, Malinx le Lynx 974. Shizo Actu qui dit « Bonne émission Rémi, des bises de Lille. » Merci camarade, on embrasse le Nord. Je vous le dis, on est en train de chercher une salle pour revenir jouer le spectacle l'année prochaine. À côté de Lille. On a trouvé peut-être quelque chose. À Orchy, on va faire quelque chose. Ouais, ça va être bien. On a passé une belle soirée à Lille la dernière fois. J'ai fort envie de revenir voir les amis du Nord. Donc on est en train d'organiser ça pour le mettre sur pied. Les amis, salut à Couscous ou Tagine dans le chat. Voilà, ça fait plaisir. Ils se posent la question. Ça c'est chouette. Ouais. Ah ouais. Ah, je baille. Ah, tu vois, je baille. C'est joli quand même. C'est joli. On n'a pas la même forme. On n'est pas autant dynamique. Shizo Actu qui dit « Le Colisée à Roubaix, je te book. Je te recontacte, bisous. » Avec grand plaisir. Vous m'écrivez par mail, les amis, vous le savez. Rémi, R-E-M-Y, @juste-milieu.fr. Le Colisée à Roubaix, je connais pas. Tiens, je vais regarder tout de suite. Salle de théâtre. Ah bah avec plaisir. Ouais, mais ça, attends, oula, ça a l'air grand. Ça a l'air d'être une grande salle. Là, je vois des gens qui y vont. Ouais, il y a Jennifer. Moi, je peux pas remplir ça, moi. Ah bah, enfin, la salle, pas Jennifer, j'entends. Attention. Hein. Non. Ah, ça a l'air grand. Il y a combien de places ça? Pour les pros, tiens. Ouais, je suis un peu pro. Ressources et documents techniques. Ouais. Petite jauge plate. C'est quoi petite jauge plate? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, attention. Ah, il y a du monde quand même. Ah oui, ça a l'air grand. Je connaissais pas du tout cette salle. Ok. Ah, intéressant quand même. Ah, il y a Jennifer, Walidia et tout. Oui, c'est grand. C'est joli. Ça a l'air magnifique, ceci. C'est tout neuf comme salle, non? Je connais pas. Shizo Actu qui dit « T'inquiète, j'ai aussi plus petit. » Mais attends, quand tu dis « j'ai », c'est-à-dire, tu gères... c'est toi qui gères la salle? Tu bosses là-dessus? Lindsay Charlier qui dit « Rémi revient à Liège. » Ben, j'y suis allé. On a déjà fait 2 fois en un an. Liège, normalement, voilà. On l'a fait. On verra, mais je pense pas qu'on reviendra en 2026. On essaie Bruxelles, mais on galère. On galère à Bruxelles, je vais pas vous mentir. On galère à trouver. Je prends vos questions, les amis, on y va. Vous le savez, c'est l'échauffement, on papote, on parle de plein de choses, évidemment, les copains. Steph C qui dit bonjour, mais qu'est-ce qu'il est tôt, ça c'est vrai qu'il est tôt. Salut, il y a mon Olivier Marstress qui vient de débouler. Hervéro qui dit t'as répondu Didier Maisto en privé. Oui, alors ça aussi, ça c'est le sujet. Ah ouais. C'est le sujet, oui, on continue. Oui, on s'est téléphoné. On s'est téléphoné. On s'est téléphoné pour dire ce que je dis en public, de toute façon. Que pour moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on peut aller foutre chez Morandini. Et que la justification qui revient à dire que ça permet de porter la parole du peuple en allant chez Morandini, moi, je trouve que ça la salit plus qu'autre chose. Mais voilà, c'est mon avis. J'en ai parlé à tout le monde. De toute façon, je dis en privé ce que je dis en public, donc il n'y a absolument aucun secret. Et ça m'emmerde. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, ça m'emmerde. Moi, il en va de la crédibilité du juste milieu, pas de jouer au chevalier blanc, pas de donner des leçons de morale. C'est ce que je vous ai dit hier. Mais ça m'emmerde en fait que Morandini soit à l'antenne, et je trouve que les gens qui vont sur son plateau et qui sur Europe 1 et CNews ne disent rien, ça contribue à une forme de complicité. On en a déjà parlé beaucoup de fois. Je considère que c'est à cause de cette forme de tolérance qu'on se retrouve avec un Macron au pouvoir. Alors ce que je veux dire par là, c'est symbolique. Ça va dans le sens de la normalisation de la pédocriminalité. Faut pas s'étonner que des millions de Français ne voient pas le problème à ce que notre président ait été détourné étant mineur si on tolère des gens comme Morandini à l'antenne. Et ça va aussi avec Jack Lang, Cohn-Bendit et compagnie. Tous ces gens-là dont les faits sont connus, dont les reproches sont factuels,
qui continue à graviter dans la politique, les médias, tout ça, je suis désolé, c'est une normalisation de la pédocriminalité. Et Morandini, c'est pareil. Donc voilà, c'est une posture publique que j'ai. Je donne de leçons de morale à personne, je suis pas juge et tout, mais j'ai le droit de donner mon avis. Quand je donne mon avis sur des trucs que Macron fait pas bien ou que les médias mainstream font pas bien, il en va de ma crédibilité que de dire sur tout le monde qu'il n'y a pas de camp. Voilà, il n'y a pas de camp et je fais mon travail sur tout le monde. Et Schizo Actu qui dit t'inquiète, j'ai aussi plus petit. Bah avec plaisir, n'hésite pas à m'écrire, camarade, pour venir à Roubaix. Il y a la piscine à Roubaix qu'il faut que je visite parce que ma milieu, elle vient de pas loin de Roubaix et elle m'a dit piscine à Roubaix, c'est beau. Piscine art déco. Je dis pas de conneries. Et Schizo Actu qui dit je suis associatif depuis 20 ans à Roubaix, j'ai des liens en haute franc-maçonnerie. Et ben voilà, impeccable. Et Malinx le Lynx 974 qui nous répond sur les plantations du moment qui dit je suis à la Réunion, donc c'est pas pareil, les betteraves, concombres, melons et de la menthe poivrée, tomates et fraises. Bah oui, je suis con en même temps, c'est pas la même météo. C'est prévu un spectacle à la Réunion, j'aimerais beaucoup. On va essayer de caler certaines choses l'année prochaine, faire de belles surprises. DarkJog76 qui dit dis Rémi, as-tu déjà les dates de l'année prochaine pour la nouvelle version du spectacle, notamment celle de ta venue sur Rouen? On va communiquer tout ça bientôt en octobre. En octobre, on va vous donner les dates 2026 avec effectivement un spectacle qui change beaucoup, le spectacle Zinzin, je vous en reparlerai dans quelques instants. Olivier Mars 13 qui dit, alors je vois que ça fait réagir, on va y aller tout de suite sur le sujet. Alors, c'est pas le sujet Maisto en soi, c'est pas Didier Maisto que j'aime bien, en fait on s'en fout, c'est ce genre de formule, que je l'aime ou pas, on s'en branle en fait. Pour moi, n'importe qui se rend sur le plateau de Morandini, ça me gonfle. Là il se trouve que c'est une voie alternative et je trouve ça contre-productif, mais c'est mon avis, c'est mon opinion et il faut bien comprendre ça. Olivier Mars 13 qui nous dit encore une fois, on ne peut pas critiquer certaines personnes et aller chez elles pour bouffer ou faire du buzz. Le proverbe dit « Seul le singe qui a le cul propre peut monter au cocotier ». Lindsay Charlier qui dit « On est à 2 doigts de la pénalisation ». Olivier Mars 13, donc ton point de vue est en adéquation avec tes idées et j'aime ça. DarkJog76, quoi, c'est pas normal la pédocriminalité? Ah bon, bah va falloir couper des têtes alors. Engrid Van Horstman, je fais une pause dans les travaux de carrelage de la terrasse. Ah bah il faut, attention le dos, attention les vertèbres, on fait attention. Donc oui, non mais sur ce sujet-là les amis, puis on va pas en parler tous les jours, hein, voilà, je veux être clair, je veux être transparent, mais je veux pas non plus parler de ça à longueur de journée. À un moment donné... moi, il en va de la cohérence que je veux défendre, c'est ce que je viens de vous dire, que je ne vois pas pourquoi je ne dirai rien lorsque quelqu'un considéré comme de mon camp, entre guillemets, donc du monde alternatif, fait des choses qui ne me plaisent pas. Et quand je dis que ça ne me plaît pas, c'est pas moi qui décide. Je suis pas juge, je suis pas arbitre de belles valeurs ou je ne sais quoi. Je donne mon avis, comme j'ai fait depuis le début. Et ça m'emmerde. Que ce soit Didier Maisto, quelqu'un des mainstream ou mon grand-oncle, j'en ai absolument rien à foutre. J'ai le droit de le dire. Ou alors, c'est à considérer qu'il y ait une forme d'omerta et qu'on ne peut pas le dire. Par contre, ce qui m'interpelle le plus, et libre à chacun d'avoir son opinion, mais je vais vous lire des commentaires que j'ai reçus sur YouTube, sur Twitter, qu'est-ce que je raconte? Des commentaires que j'ai reçus sur Twitter cet après-midi. On a eu un petit échange de tweets avec Didier Maisto, de tweets publics. Après, on s'est téléphoné pour pas non plus étaler nos trucs en direct. Et de toute façon, comme je vous ai dit, je lui ai répété ce que je dis en public, donc il n'y a aucun secret là-dessus. Je vais vous lire certaines réponses que j'ai vues en dessous des tweets. Alors je vais pas donner les pseudos des gens parce que je vais pas les placarder, pas mettre des cibles comme on dit, des cibles dans le dos. Non, c'est pas ça. Je veux juste lire les commentaires pour faire comprendre que il y a d'autres opinions et que c'est le droit de tout le monde d'avoir d'autres opinions, mais d'autres opinions avec lesquelles je suis pas d'accord effectivement. Et j'ai l'impression que sur la pédocriminalité, on a encore beaucoup de travail. Sur l'échange que j'ai eu avec Maisto, donc je lui ai clairement dit que ça me faisait chier, que pourquoi aller chez Morandini pour faire du buzz, que je trouvais que c'était une forme de tolérance. J'ai des gens sur Twitter qui m'ont répondu « Dommage d'être bloqué là-dessus, oui Morandini est encore sur un plateau et c'est regrettable, mais si tu veux pouvoir toucher plus de monde avec un discours, YouTube et X, ça ne suffit pas. » J'ai eu par exemple aussi juste milieu, ça devient n'importe quoi. Déjà la confrontation avec Aberkan m'avait scotché, mais là non, fini. Il devient zinzin, Rémi. Ça c'est vrai pour le coup. Tac. On a eu quoi dans certains commentaires où je me suis un peu arraché les cheveux en me disant putain on n'est pas sorti de la quiche comme on dit. J'ai quelqu'un d'autre qui m'a dit. Attends, bougez pas que je vous retrouve, j'en ai certains parce que j'ai pas copié-collé non plus. Tac.
Quelqu'un qui me dit Alexis Cossette y a eu droit, puis Aberkan et maintenant Maisto. Qui sera le suivant, Rémi? Un autre qui me dit ça devient décevant, juste milieu. Dommage, c'est sympa. Alors, toujours sur mes positions. Toujours sur mes positions de pourquoi aller poser son cul chez Morandini, quoi. Ça part de là. Ça part de là. Donc, si vous voulez, je me dis, on est. Voilà, j'ai quelqu'un qui dit tu casses les couilles, Rémi. Voilà. Donc, si je vous lis ça, les amis, c'est pas du tout pour me victimiser ou quoi que ce soit. J'assume parfaitement. Et voilà. Et quelqu'un d'autre, c'est ce message que je cherchais. Quelqu'un qui m'a dit dire aux personnes qui elles ont le droit de fréquenter ou pas est un comportement sectaire, car cela a pour but de limiter les libertés des autres. Une pratique du mainstream que nous avons tous pourtant fui. Reviens avec ton public, Rémi. Donc, pourquoi je vous lis tout ça, les amis? C'est pas du tout pour me victimiser ou quoi que ce soit. Ça fait partie du jeu. J'ai décidé de m'exposer publiquement, on va dire. Ça fait partie du jeu de prendre des commentaires négatifs. Et il n'y a aucun problème. C'est le jeu, il faut assumer. Tout le monde n'est pas d'accord et c'est très bien. Et ça crée du débat. Et le plus important, il faut le souligner, c'est qu'on s'est téléphoné avec Didier Maisto. Et c'est sympa. C'est la preuve qu'on peut débattre. On n'était pas d'accord au début, on n'est pas d'accord à la fin, mais on a parlé. Comme avec Idriss Aberkan, d'ailleurs. On n'était pas d'accord, mais on a communiqué. Mais quand je lis certains commentaires, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas que les gens aient d'autres opinions, et au contraire, c'est très bien. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que on n'est pas à l'abri de la création d'une nouvelle omerta, l'interdiction de critiquer certaines personnes ou certaines idées parce qu'elles sont jugées du bon camp. En somme, ce que faisaient les woke fut un temps. Parce qu'on pense être du bon camp, parce qu'on pense défendre les bonnes personnes, ça veut dire qu'on a raison, donc on est inattaquable. Et l'idée même de poser des réflexions, pas forcément divergentes, des réflexions, cette idée-là semble déjà problématique. Et ça, je vous avoue que c'est un truc qui m'inquiète. On en a parlé hier, je vais pas vous refaire tout le développement, hein. Il y a 1h15 de vidéo, ça sortira demain d'ailleurs. Je suis très mitigé. Alors c'est intéressant, dans le chat, voilà, on va pouvoir en débattre en direct. Il y a Jean-Père Mamère qui dit dans le chat: je trouve les arguments bons et je suis plutôt d'accord avec eux. Je sais que tu vas nier, mais dès que quelqu'un va chez Morandini, tu lui craches dessus. On t'entend en permanence à ce sujet et Cotino t'en a parlé 3 jours. Tu as tes têtes et bizarrement elles pointent toujours d'un même côté, et là je ne fais que discuter, je donne mon avis. Alors je te remercie parce qu'évidemment je suis absolument pas d'accord, mais c'est chouette parce que voilà, dans l'émission ça permet un autre d'autres sons de cloche. Pour te répondre, Jean-Pierre Mamère, je vais pas argumenter, si tu veux, pour tenter de me défendre sur le côté. J'ai dénoncé des affaires de pédocriminalité concernant la gauche et l'extrême gauche. Il suffit de regarder la chaîne YouTube Juste Milieu. En fait, j'ai même pas à argumenter. Je renvoie tout le monde vers les vidéos que j'ai pu faire sur ces sujets-là. De Jack Lang à Cotino, en passant par Code Bendit et d'autres affaires du genre. La chaîne YouTube parle pour moi. Donc, si vous voulez, je n'ai pas à me défendre ou pas me défendre. Je vous invite à regarder la chaîne YouTube Juste Milieu pour voir si c'est vrai. Pour voir si je ne dénonce des affaires de pédocriminalité que lorsqu'il s'agit de la droite ou l'extrême droite. Et le résultat, hein, comment dire, le constat ne tient qu'à vous en fait derrière. Ensuite, pour te répondre, Jean-Pierre Mamère, sur le côté dès que quelqu'un va chez Morandini, tu lui craches dessus. Oui, là je suis d'accord avec toi, évidemment, mais pour une raison qui n'est pas une raison liée aux personnes. C'est pas contre Didier Maisto ou d'autres qui y sont allés. Je pense juste, et c'est mon point de vue, et c'est ce qui est chouette, tu me permets en fait d'expliquer certaines choses. Je considère que nous sommes à peu près tous d'accord pour dire que le système que nous combattons dans les voies alternatives, même nous, entre nous, dans le chat, là, les copains qui me regardaient, qui regardaient Juste Milieu, qui regardaient plein d'autres chaînes, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le système médiatico-politique que nous combattons est pourri. Il est pourri à cause de plusieurs choses. La transgression des lois, l'impunité, l'inversion des morales. L'inversion de la morale, pardon. C'est-à-dire le bien devient le mal, le beau devient le moche, vous avez compris l'idée. Je pense que nous sommes à peu près tous raccords pour dire que nous nous battons contre ça et que ce système-là, nous devons nous battre contre lui parce qu'il fabrique des individus intrinsèquement mauvais, sans morale, qui bafouent la loi et compagnie. Je pense qu'on sera à peu près d'accord là-dessus. Ce qui me pose problème, et j'insiste bien, c'est pas du tout par rapport à Maisto ou je ne sais qui, c'est pas une question de personne, vraiment.
ce qui me pose problème, c'est que on entretienne des jonctions avec ce système pourri. Morandini est un pourri. Et je ne demande qu'une chose, c'est qu'il m'attaque en justice pour les propos que je tiens là. Morandini est un délinquant, condamné pour corruption de mineurs, en appel, peine aggravée en appel. Normalement, il y a eu un pourvoi en cassation, donc il n'est pas définitivement condamné. Attention. Mais quand on voit les faits qui lui sont reprochés, on a un dossier qui est très lourd. On a quelqu'un qui a utilisé un pseudonyme, qui s'est fait passer pour une femme, une directrice de casting, pour obtenir des photos de jeunes hommes, entre 16 et 18 ans pour ceux qui étaient mineurs, en train de se masturber ou nus. On a quelqu'un qui a ce genre de comportement, répété, comme un système, comme un prédateur. On a quelqu'un qui... Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Ah oui, pour protéger les stagiaires de Jean-Marc Morandini, pour les éloigner de lui, vous avez les stagiaires d'Europe 1 qui sont mis au sous-sol. Parce qu'il y a une mesure d'éloignement. Ce monsieur est inscrit au casier, au fichier des agresseurs sexuels. Donc, je considère qu'on ne peut pas combattre un système pourri dont on a identifié les points de pourrissement, en l'occurrence des gens comme Morandini. On ne peut pas combattre ce système si on entretient des jonctions. Vous ne dénoncez pas la pédocriminalité chez Morandini, autrement dit. Donc, à partir de là, je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir un discours alternatif qui se construit, ça porte bien son nom, en alternance, en alternative à ce système actuel. Je ne vois pas comment on peut incarner l'alternative en maintenant des ponts avec ce qui se passe. Parce que dans ce cas-là, et je ne raisonne même pas à l'extrême, si on tolère Morandini, pourquoi on ne tolère pas Jack Lang ? Et c'est là que le débat arrive sur un autre terrain, mais c'est que mon avis une fois de plus, et je l'ai déjà développé plusieurs fois. Mais je pense qu'on a une tolérance plus importante avec des gens qui sont jugés dans notre camp. Et les gens qui sont plutôt pro-CNews, pro-Europe 1, pro-Bolloré, pro-droite ou extrême-droite, vont te dire « Jack Lang, c'est un scandale, la gauche a toléré la pédophilie pendant des décennies », et dans le même temps, ces gens-là vont te dire « Ouais, mais Morandini, c'est pas pareil ». Je ne compare pas les dossiers judiciaires, je compare moralement ce qu'on reproche à ces gens-là. Et c'est la même chose, ce sont des actes de pédocriminalité. Et si on en est réduit à dire « oui, mais c'est moins grave les uns les autres », ça veut dire qu'on a perdu la partie. Si on en est à faire des concours de qui est le plus gros salaud, on a perdu la partie. Donc c'est ça, les amis, qui me pose problème. C'est ça, c'est que je ne vois pas comment on peut lutter contre un système pourri en gardant certains morceaux. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que oui, tous les gens qui vont chez Morandini et les gens qui se taisent concernant Morandini, je trouve que c'est une forme de complicité. Et ça ne me plaît pas. J'ai le droit de le dire, c'est une opinion. C'est pas une vérité que je vous dis là. J'essaie juste d'être cohérent. Quand on reproche à la gauche post-68 d'avoir toléré des saloperies comme Lang, Cohn-Bendit, Matzneff et consorts, et encore Matzneff avait beaucoup de liens avec l'extrême droite et notamment l'extrême droite royaliste du beau Paris. Mais bon, bref. Quand on reproche à la gauche d'avoir toléré ça à l'issue de mai 68, si c'est pour faire pareil de notre côté, dans ce cas-là, on a menti. Dans ce cas-là, on a joué avec les valeurs, on a joué avec la morale. Et c'est pour ça, les amis, j'essaie juste d'être cohérent. C'est pas une question de droite ou d'extrême droite ou de maïsto, je ne sais quoi. C'est pas ça. Moi, demain, vous me dégagez Morandini des médias Bolloré, je vous assure que vous m'entendrez plus là-dessus. Je vais pas chercher des poux à Europe 1 sur d'autres trucs qui n'ont rien à voir. C'est ça qui me pose problème. Vous avez aujourd'hui à l'antenne quelqu'un qui a été condamné pour corruption de mineurs. Point. Après, libre à chacun de le tolérer. Et vraiment, je respecte. Si vous voulez le tolérer, il n'y a aucun problème. Mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous exprimer sur Jack Lang ou Cohn-Bendit en reprochant cette forme de tolérance à la gauche. C'est une question de cohérence intellectuelle. Ou alors le débat devient purement politique. Et on peut toucher des gamins, on peut toucher des jeunes adultes. Si c'est le bon camp politique, comme on dit, le combat pour l'idéologie vaut bien quelques dommages collatéraux. Moi, dans ce cas-là, je veux bien. Mais il faut le reconnaître. Et c'est ça qui me pose problème. J'essaie de mettre sur la table une forme de cohérence en étant rigoureux. Et aujourd'hui, quand j'entends
Un Pascal Praud qui te dit la justice fait pas son travail, il y a des délinquants dehors, et qui passe le relais entre 2 émissions à Morandini, je me dis mais c'est le monde à l'envers, on prend les gens pour des imbéciles factuellement. Jean Père ma mère qui répond, parce que le débat vient de toi camarade, qui dit mais c'est pas une question de tolérance, on n'a pas le choix, on n'est ni la justice ni la morale, ni le public qui le regarde, mais si on a le choix, je suis persuadé qu'on a le choix, on a le choix déjà d'en parler. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et tu vois, alors, ça me coûte des commentaires sur Twitter, donc c'est pas grave. Hein. J'ai pas de cible dans le dos, je sais pas quoi. Mais si tu veux, moi je pense qu'on devrait le dire, on devrait se liguer. Pourquoi les gens ne montent pas au créneau? Pourquoi il n'y a pas plus de tweets, de messages, de commentaires pour faire bouger les choses? Pour faire bouger les choses. Les médias sont dépendants de l'audience. Donc, si les gens montent au créneau pour dire on aime bien CNews, on aime bien Europe 1, ou on n'aime pas CNews, on n'aime pas Europe 1, mais par contre, il est intolérable qu'un pédocriminel soit à l'antenne, je vous assure qu'ils vont le dégager à un moment donné. Je rappelle quand même que dans le groupe Bolloré, ils avaient dégagé Éric Zemmour pour une condamnation pour incitation à la haine, et ils l'avaient dégagé manu militari. Morandini, c'est encore pire que ça. Il avait été refusé par les journalistes qui s'étaient mis en grève, je crois que c'était en 2016, quand il devait rejoindre le groupe. Et finalement, on l'a dégagé par la porte, il revient par la fenêtre. Donc c'est qu'il y a un problème, vu qu'ils l'ont refusé avant. Et c'est là, les amis, où c'est pas un acharnement contre les médias Bolloré. On en a déjà parlé, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je trouve que tous les milliardaires qui achètent des médias sont dangereux, de Pigasse à Bolloré, donc c'est pas... Voilà. Mais en attendant, quand je vois un Cohn-Bendit à la télé sur LCI, ça me scandalise. Quand je vois un Morandini à la télé sur CNews, ça me scandalise. C'est une question de cohérence. Je prends vos commentaires là-dessus, les amis, pour avoir d'autres sons de cloche. N'hésitez pas. Il y a Stratus 13. Rémi, et que dire de sa décomplexion sur le sujet de la justice laxiste? C'est sidérant. C'est sidérant. Steph C qui dit la justice l'a condamné quand même. Si on est intègre, on ne va pas sur le plateau de Morandini que son employeur a gardé à l'antenne aux dépens d'éventuelles victimes. Miliud, Karine Le Marchand a exigé des excuses d'Hanouna et on n'était pas dans le pénal. Renard 83, d'accord, on ne peut pas aller sur le plateau de Morandini comme si de rien n'était, ou alors on attend une décision définitive judiciaire pour éventuellement y aller, qui n'est que la vérité judiciaire, donc relative. Il n'y a plus de saison, c'est différent, c'est pour le victimiser avant sa candidature à la présidentielle. Oui, concernant Zemmour, pardon, j'avais pas fait le lien. Oui, peut-être, ça peut être une possibilité aussi. 974 Papang, ils ont enlevé le tapis soleil noir à l'Elysée. Normalement, oui. Flatipus, Zemmour avait juste dit que la plupart des dealers étaient arabes et noirs. C'est ça, si je ne m'abuse. Je crois que c'était un truc comme ça, ouais. Ou c'était, non, c'était dans les prisons. La majorité des prisonniers sont noirs et arabes chez Ardisson, dans Salut les Tariens. Il me semble, hein, à vérifier, je suis pas sûr. Awax 927 qui dit tu t'expliques bien assez depuis le début. Ceux qui sont ouverts au débat t'ont compris, même ceux qui ne sont pas d'accord. Ces gens veulent juste pousser leur camp ou leur champion. Écoutez, j'en sais rien. En fait, moi, je vous l'ai dit, je suis apaisé, moi. Tu sais, je bois du maté, je fais du vélo le matin, je suis content, moi. Je veux essayer de créer des débats, de créer de la discussion, mais surtout créer de l'apaisement. Et en plus, avec le rire. Le rire par-dessus tout ça. Parce que voilà, ça me plaît. J'ai envie d'être dans l'apaisement, j'ai envie de mettre des réflexions, des choses intéressantes, j'espère. Et voilà, j'ai aussi envie d'être cohérent, parce que moi je pars du principe que si je dis rien sur Morandini, vous auriez le droit de me dire pourquoi tu te tais. C'est une forme de complicité, et j'ai pas envie de vous décevoir, j'ai pas envie de vous trahir. La ligne juste milieu depuis le début, c'est d'aller chercher certains éléments, certaines réflexions qu'on n'entend peut-être pas ailleurs, de changer de perspective sur les événements, d'appeler à réfléchir. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas mon problème, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que y a des situations, je trouve que se taire, c'est une forme de complicité. Vous pourriez m'en vouloir parce que c'est pas le travail de juste milieu. Anarchy08 qui dit que dire du traitement de l'affaire Cottineau parce que ça a été mis sous le tapis. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je m'étonnais. Après, voilà, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est le droit de la personne de le dire. Je m'étonnais qu'on me reprochasse tout à l'heure le fait d'avoir parlé rapidement de l'affaire Cottineau. Regarde, si vous voulez, je fais l'expérience pour vous. Tu tapes juste milieu Cottineau, il y a déjà 3 vidéos qui sortent là, tu vois. Même non, ça c'est encore autre chose. Tu vois, il y a 3 vidéos là déjà sur le sujet. Moi, je veux bien qu'on me dise c'est la gauche, t'en as pas parlé, mais factuellement, c'est pas vrai.
Factuellement, c'est pas vrai. Synchronique qui nous dit, et Zemmour qui dit qu'on peut violer un enfant tant qu'il n'est pas français, ça dérange personne. Pays de dégénérés. Alors par contre, j'aimerais bien la source. Parce que ça me dit absolument rien. Donc j'aimerais bien la source de ce propos, très honnêtement. Si t'as des éléments, je veux bien avec plaisir. Philanthrope qui dit, oui Rémi, il a même sorti un pourcentage du chapeau sans source, puisque interdit les statistiques ethniques, ça c'est vrai. Flatipus, par contre, qui sont les personnes qui regardent CNews et BFM TV toute la journée? Des petits vieux, donc on peut rien faire. Salut à ZLRNT qui vient d'arriver. Jean-Pierre Mamère qui dit, oui, mais Morandini, c'est tous les jours sur Twitch, Rémi. C'est pas vrai. Jean-Pierre Mamère, essaie d'être rigoureux parce que c'est pas vrai. Déjà tout à l'heure, tu vois, t'as un propos léger de dire, je parle des affaires de pédocriminalité quand c'est que la gauche. Ça me peine un petit peu parce que c'est franchement pas le genre de la maison, et vous savez à quel point cette cause me touche à cœur, et voilà, je trouve ça un petit peu dommage en fait de créer le doute sur le travail que j'essaie de proposer. En plus factuellement c'est pas vrai. Ces derniers jours, oui, on parle de Morandini, mais parce que c'est dans l'actualité. Je me suis écharpé avec Maisto était chez Morandini il y a 2 jours, donc c'est dans l'actualité en fait. Voilà, mais après, je suis d'accord avec toi, si je fais ça encore pendant une semaine, ça va devenir pénible, ça c'est vrai. Jojo Lastico Sauteur, coucou tout le monde. Apaiser, c'est limiter une douleur, mieux vaut l'éradiquer. Après, quand on est humain, on s'engueule, et après, on va boire un coup, absolument. ZLRNT qui dit tu recherches du buzz aussi, ils t'ont cramé. Alors c'est vrai que ça j'ai entendu tu recherches le buzz. J'ai entendu tu recherches le buzz. Il y a eu comme une sorte de renversement rhétorique qui était très intéressant. Non, je préférerais ne pas avoir à commenter. Parce que commenter avec le cul dans la chaise, c'est mon métier, donc je suis désolé. Je préférerais ne pas avoir à commenter le fait que des paroles alternatives aillent sur le plateau d'un pédocriminel. C'est vrai. Et franchement, j'aimerais faire du buzz avec autre chose. Tu vois, mes extraits spectacles, là, j'aimerais faire le buzz. J'aimerais que ça fasse des millions de vues. Comme ça, je suis content, il y a du monde qui vient au spectacle. Tu vois, là, oui, je cherche à faire le buzz. Par contre, non. Commenter comme ça des trucs qui me plaisent pas, non. Je fais pas du buzz avec ça, très honnêtement. Adriano Soleil qui dit impression que le vrai candidat de 2027 sponsorisé par CNews c'est De Villiers. Présence accrue, livre, demande de référendum sous-entendu. Mais je ne regarde pas la TV, donc peut-être une vision déformée par l'algo de YouTube. Je sais pas. C'est vrai que c'est intéressant. Derrière quels candidats vont se ranger les médias Bolloré? Je serais pas foutu de le dire aujourd'hui. Je pense que déjà je suis pas devin, j'en sais rien, et c'est vrai que c'est assez curieux la stratégie des médias CNews aujourd'hui. On a l'impression qu'ils ont mis plusieurs chevaux sur la ligne de départ, et ils vont voir celui qui a les fers les plus propres pour le début de la course, tu vois. Je sais pas, je serais tenté de dire Knafo. On en reparlera plus en détail, évidemment. On va beaucoup en parler. Mais si j'ai une petite pièce à mettre, alors c'est un pronostic. Si j'ai une petite pièce à mettre, ce serait Knafo. Je pense que le RN s'est tiré un chargeur dans le pied, avec la complicité, avec la Macronie, l'affaire Richard Ferrand, le refus de Bardella de voter la motion de destitution au motif de « ça passera jamais ». Bah oui, mais pauvre dinde, si tu la votes pas, ça passera jamais. Donc je pense que le RN est en train de décevoir en premier lieu son électorat. Ils font un pas de danse à chaque fois qui est assez insupportable. C'est la danse du ventre où en fait on sait pas vraiment si ce sont des opposants. Donc je crois que Reconquête va pouvoir s'infiltrer gentiment là dans cette faille qui est en train de devenir de plus en plus béante, pour incarner une vraie extrême droite, alors qu'il sera une extrême droite évidemment sioniste, évidemment néolibérale jusqu'à l'os, mais avec l'illusion de l'alternative, l'illusion de la dissidence. Je vous renvoie à la vidéo d'hier, on a beaucoup développé ça. Donc je pense que Sarah Knafo, qui va bouffer Éric Zemmour d'ailleurs, en vrai Zemmour, c'est déjà le Joe Biden de Reconquête, si j'ose dire. Voilà, il est là pour la photo, Zemmour, c'est déjà plié l'histoire. C'est Sarah Knafo qui à mon avis sera en tête. Donc je pense que oui, Sarah Knafo rôde tout Giorgia Meloni, avec un personnage qui aura à la fois le visage de l'alternance, le visage de la dissidence, avec son discours sur les économies, sur les trucs comme ça. Et je dis pas que tout est mauvais, sur le discours il est très intéressant, il y a des mesures que je trouve très intéressantes, d'autres que je trouve ridicules, mais comme tout citoyen j'ai mon avis et tout n'est pas parfait, tout n'est pas nul, voilà. Mais voilà, Sarah Knafo aura cette grande force d'avoir le visage de la dissidence, le visage de l'alternance, et aussi le visage de quelqu'un d'installé dans le système. Rappelons que c'est une énarque, les pro-reconquêtes qui me disent Sarah Knafo elle va changer du système actuel.
Bon, pas sûr, quoi. Pas sûr. Donc non, je pense qu'elle a un profil assez incroyable. Elle est forte en débat. Je reconnais bien volontiers toutes ses compétences. Elle est très forte en débat. Elle peut mettre des volets à peu près tous les candidats LFI, sauf peut-être Mélenchon. Peut-être qu'elle n'a pas l'épaisseur encore d'un Mélenchon. Mais voilà, elle a le profil parfait, le profil caméléon parfait pour séduire à peu près tout le monde, à mon avis. Donc non, je crois que les médias Bolloré sont en train de prendre la température de chaque candidat, de chaque parti. Tu vois, ils testent. Hein. C'est un peu beau, c'est un peu De Villiers, c'est un peu le RN, c'est un peu Reconquête. Et à un moment donné, tout va se mettre en place. Je vous en parlais hier, et ça c'est ce que j'essaie de développer dans mon livre. Hein. Tout ce que je vous dis là, je l'ai mis dans le livre. Hein. Politique française, le guide de survie. C'est pour ça, je vous en parle parce que je suis plutôt fier de ce livre. Alors c'est vous qui devez en être content à la fin, hein, évidemment. Mais en tout cas, j'ai mis tout ce que je pouvais, j'ai mis tout mon cerveau là-dedans pour essayer de vous proposer quelque chose de concret en vue des prochaines élections. Et la stratégie de Reconquête, à mon avis, est très intéressante parce qu'ils font un petit peu comme dans le Tour de France. Alors je parle à ceux qui suivent le vélo. C'est-à-dire que dans les étapes de montagne, alors c'est comme ça que je vois la stratégie de Reconquête. Après, dites-moi, vous me direz en commentaire, je prendrai vos messages, savoir ce que vous en pensez. Dans les étapes de montagne dans le cyclisme, vous savez, que ce soit Tour de France ou ailleurs, les étapes les plus dures, les équipes qui ont un favori, un coureur qui peut gagner la course, voire le maillot jaune, souvent, ils ont la même stratégie. C'est-à-dire qu'au départ de l'étape, où il y a plein de cols dans les Pyrénées, dans les Alpes, ils te font partir 2-3 bonhommes de leur équipe dans les échappées, qui vont prendre pas mal d'avance, en sachant très bien qu'à un moment donné, le favori va les rattraper. Et l'idée, c'est que les coéquipiers du favori qui sont dans les échappées, à un moment donné, servent de relais dans la montée du col le plus dur de l'étape. Ils vont servir de relais, de fusée, pour redonner de l'élan aux favoris. Donc je pense que, concernant Reconquête, les pièces du puzzle se mettent en place gentiment. On a eu la fabrication de la favorite Sarah Knafo, qui a mangé Zemmour en 6 mois, en vérité. Hein. Et là, on a déjà, en fait, que ce soit des médias ou des relais politiques qui sont partis dans l'échappée. Je pense par exemple à Frontières, qui va être un relais médiatique. Je pense par exemple à des gens comme De Villiers. À mon avis, à un moment donné, il va se rallier à Sarah Knafo. Tu vois, on a fait graviter autour de Knafo des échappés qu'on a mis devant en disant non, mais ça n'a rien à voir. Ils y vont pour faire la course de leur côté, vous inquiétez pas. Et dans le moment chaud, quand on va être dans le col, quand on va être dans l'Izoard par exemple, quand on va être dans l'Izoard, bon ben là, t'as Sarah Knafo qui va rattraper les échappés et Frontières va dire bah oui, en fait on est à 100% Sarah Knafo. En sachant que Frontières est né sur les cendres de Livre Noir, qui a été créé pour accompagner la campagne de Zemmour. Donc en plus, il n'y a aucun secret dans tout ça. Je pense que De Villiers, par exemple, va se rallier à Sarah Knafo, mais dans les 6 mois avant l'élection. C'est vraiment comme je vous dis, à la fin de l'étape, quand ça devient chaud. Je pense sincèrement qu'on va assister à ce genre de choses. Pour l'instant, vous avez des personnalités politiques, des médias mainstream, des médias alternatifs qui ont été lancés dans l'échappée avant Sarah Knafo, et à un moment donné, ils vont se retourner. Et c'est pour ça que je veux pas faire de polémique à la con sur les médias alternatifs, qui est gentil, qui est pas gentil et tout, parce que non seulement c'est pas à moi de le dire, et en plus parce que je suis persuadé qu'à un moment donné, tout le monde va devoir tomber le masque. Tout le monde va devoir dire explicitement pour qui ils votent, pour qui ils sont, derrière qui ils sont rangés. Les Bolloré, les Sterrin n'achètent pas des médias pour rien. Donc à un moment donné, il va falloir le dire. Hein. Pour dire à quelqu'un, faut voter ça, faut lui dire. Hein. Tu peux pas faire semblant toute ta vie. Donc je pense qu'on a plein de leurs qui sont partis aujourd'hui, un peu ni vus ni connus, et qui vont à un moment donné tomber le masque. Donc c'est ça qui va être intéressant. Il n'y a pas besoin de polémique. Le réel fera son œuvre, comme on dit. Donc dites-moi dans le chat, les copains, ce que vous en pensez de ce que je vous dis là, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez d'autres idées, d'autres analyses sur tout ça. Zabou 1961 qui dit la différence entre De Villiers... non, c'est Adriano Soleil, pardon. La différence entre De Villiers et Knafo me semble être leur avis sur le Frexit. Bayard 92, Rémi, selon moi, tu te trompes, De Villiers ne peut pas rejoindre Knafo, car Reconquête n'est pas pour le Frexit, et De Villiers a clairement dit qu'il fallait faire le Frexit. Je suis d'accord, mais j'ai un peu peur que... si j'essaie dans un biais de confirmation, hein, pour vous valider ma théorie, donc je suis vraiment dans un biais de confirmation, on est d'accord. Hein. Je pense que De Villiers, tu sais, comme les partis politiques un peu à l'ancienne, il y avait des ailes. L'aile gauche de l'UMP, tu sais, on entendait ça dans les médias. L'aile droite du PS. C'est-à-dire que dans un même parti,
vous aviez des gens qui incarnaient des courants différents. Ça a un petit peu disparu aujourd'hui, parce que les macronistes, en fait, c'est un peu comme un centre de détention. Hein. Si tu penses pas comme le maton, tu te fais latter la gueule. Hein. Récemment, on a eu l'exemple de Violette Spilibou, qui est une députée du nord de la France, qui est un peu la porte-flingue de Darmanin, comme elle est présentée dans les médias de temps à autre, pour vous donner une idée de la dame. Bon, peut-être qu'elle avait pas besoin de logement social, ce qui fait qu'il l'a pas embêtée. Violette Spilibou, c'est celle qui a été en charge de la commission d'enquête sur Betaram. Elle n'a pas voté la confiance au gouvernement Bayrou, ça n'a pas loupé, elle a été convoquée moins de 10 jours après le vote de confiance, 10-15 jours, elle a été convoquée par l'état-major du parti Renaissance, Révolution, Touche-moi le dard, je sais plus comment il s'appelle, et elle a pris une branlée, tu vois. Alors le patron du parti c'est Attal, hein. Donc t'imagines Attal qui te met une branlée, ça doit être quelque chose. Hein. Vous avez voté, hein. Et c'est pas bien de voter, hein. Parce qu'il faut voter la confiance, hein. Et la confiance, ça se gagne. Et moi, mon objectif, hein, c'est avant tout la confiance des Français. Hein. Oui, je ne cligne pas des yeux. Oui, c'est vrai. Hein. Parce que merci Pierre Palmade. Hein. Ah, l'imitation est pas faux folle. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que dans les partis, avant, il y avait des ailes, des courants différents qui... Des courants différents qui cohabitaient dans un même parti, pardon. Et je pense que Reconquête va peut-être tester ça avec un De Villiers qui peut quand même ramener pas mal de monde. C'est un vieux de la vieille. Tu vois, tu peux vivre un peu sur l'illusion de ils vont faire le Frexit. Par contre, ça voudra dire que, évidemment, Philippe de Villiers, à un moment donné, devra tourner sa veste, quoi. Ça, parce que je vois franchement pas Reconquête aller au bout du Frexit. Je le vois franchement pas. Mais peut-être que je me plante. Franchement, peut-être que je me plante. Et très honnêtement, j'aimerais me planter. Je vous le dis, demain Reconquête arrive au pouvoir, il milite pour le Frexit, je serai pour Reconquête. Je vous le dis tout de suite. Quand bien même, j'aime pas trop Sarah Knafo, son parcours me semble mensonger et elle prend ses électeurs pour des cons, moi j'ai une tendance souverainiste. Donc le parti qui arrive au pouvoir qui dit faut faire le Frexit pour améliorer le sort des Français, je suis pas non plus obtus dans mes positions. Le parti qui fait ça, que ce soit LFI ou Reconquête, je suis pour le souverainisme. Je pense que c'est ce qui peut sauver la France, c'est ma conviction. Donc le parti qui fait ça, j'y vais. C'est pas une question de couleur politique. Maintenant, Reconquête qui fait le Frexit, je suis pas certain. Après, faut jamais dire jamais, là, comme on dit. Hein. Donc affaire à suivre, hein, affaire à suivre. Dites-moi les amis là-dessus ce que vous en pensez. Vous êtes nombreux hein, déjà un petit peu de partout sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok également. Envoyez les cœurs, hein, on fait péter les compteurs les amis. Je compte sur vous sur TikTok pour faire venir de nouvelles personnes. Aidez-nous à faire grandir la famille Juste Milieu de partout évidemment sur tous les réseaux. Vous mettez des cœurs, des likes, hashtag Rémi, t'es un seigneur. Enfin voilà, en toute modestie évidemment, je suis pas là pour créer une secte, mais évidemment envoyez vos dons à la Fédération française pour un nouveau slip pour Juste Milieu qui fait plaisir, voilà, pour me permettre d'acheter des sous-vêtements dans les meilleures conditions. Bayard 92 qui nous dit Rémi, pour appuyer mon propos, De Villiers est allé chez les Patriotes aux universités de Philippot pour dire qu'il fallait faire le Frexit, donc c'est pas pour revenir sur sa parole ensuite. J'espère. Zabou 1961, sachant que ce ne sera que mensonge. Jean-Pierre Mamère qui dit si Reconquête veulent Frexiter, il le cache vachement bien. Je suis plutôt d'accord. Bibi 7844, quand tu dis sauver la France, c'est la sauver de quoi? Du joug bruxellois. De cette perte de souveraineté qui nous oblige à mener un combat de boxe avec les mains attachées dans le dos. Alors on est vaillant, on peut envoyer des coups, mais à un moment donné c'est compliqué. Anarchy 08, LFI et Reconquête pour le Frexit, j'ai des doutes aussi énormes que Gérard Larcher. J'ai pas dit que c'était ça, j'ai dit que voilà. Après bon, advienne que pourra. Et F Society 72 qui dit des gens continuent réellement à croire à un Frexit. Ah, il faut, en tout cas moi. Ah, je baille. Ah là là. Les amis, on va y aller sur les sujets. Alors, Olivier Marstress qui pose une question pour finir là-dessus, qui dit « Est-ce que De Villiers ne pourrait pas être le trait d'union des souverainistes et des reconquêtes ?» Pas certain, mais bon, pourquoi pas, affaire à suivre. Les amis, je voulais vous parler de plusieurs petits sujets. Une tribune parue dans Libération du 17 septembre que j'ai trouvé assez scandaleuse et je voulais vous en parler parce que j'ai vraiment pas saisi le délire de cette tribune. Je vais vous la montrer. Attends, c'est où? Ça, c'est le cahier culture. Et Robert Redford qui nous a quittés. Regardez cette tribune. Pam pam pam. Ah oui, c'est encore plus haut. Je vous montre.
On a une tribune, j'ai eu du mal à saisir le délire, regardez. C'est signé Bertille Bayard, qui intervient dans le Figaro. Et la tribune s'intitule « Heureusement, les boomers finiront par mourir ». Et tu vois, on m'a demandé il y a pas longtemps, est-ce qu'il y aura encore des instants grognons ? Oui. Très mal dimensionné. Tu vas avoir un problème sur l'instant grognon. Attends, je vais le remettre, je vais redimensionner tout ce bazar en direct parce que il n'est pas dedans. Voilà. Je sais pas s'il y a le son, il y avait le son sur l'instant grognon ou pas. Mais bon, on va dire que oui. On va dire que oui. Les amis, alors pourquoi je vous parle de cette tribune ? Heureusement, les boomers finiront par mourir. Alors, c'est une tribune qui nous explique que, effectivement... Alors, je vais vous lire un passage pour vous donner un petit peu le contexte de cette tribune. La loi de la démographie conduit à l'accumulation du patrimoine au sommet de la pyramide des âges. Le patrimoine brut des retraités est ainsi supérieur de 7% à celui des actifs et leur patrimoine net de 35%. Le système social et les lois de la politique aggravent le tableau. En 2024, alors même que la crise budgétaire saisissait le pays, l'indexation de la totalité des retraites sur l'inflation, tant défendue par tous ou presque, sur les bancs de l'Assemblée ou presque, a alourdi de 14 milliards d'euros la facture des pensions. Les 2 tiers ont été épargnés. Le taux d'épargne des plus de 70 ans dépasse désormais 25%. Donc, cette tribune, intitulée, j'insiste, heureusement les boomers finiront par mourir, nous explique que les boomers, ils ont économisé du pognon, que fiscalement le pays est un petit peu plus gentil avec eux. Nanani, nanana, comme chantait Aya Nakamura, pas de nanani, pas de nanana, évidemment. Alors pourquoi je peux pas remettre c'est laborieux. Voilà, pourquoi je peux pas retourner sur le chat ? Qu'est-ce que c'est que cette... Ah ouais, non mais attends. Ouais, c'est n'importe quoi. Ma Game Boy, elle veut pas marcher, là. C'est quoi cette merde de Stream Deck ? Voilà l'instant grognon, voilà, il est là. Tu vois, instant grognon, le matériel déconne. Pourquoi il veut plus ? Non mais c'est un coup des Russes, ça. Dis donc. Ah, ça marche plus. Bon. J'ai aucune idée de pourquoi, mais ça marche plus cette merde. Bon, c'est pas très grave. Bon, tant pis. Donc, précisons-le. Peut-être que il y a de l'ironie. Peut-être qu'il y a de l'ironie dans cette tribune. Peut-être que c'est marrant de dire les vieux ils vont mourir. Peut-être c'est rigolo, on est con. Bon. Voilà, j'ai lu la tribune, je l'ai relue, très honnêtement. Il n'y a pas un moment où on te dit « Ah, lol ». Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de moment. Donc, voilà, on t'explique que économiquement, les boomers ont plus de pognon, que c'est plus favorable pour eux. Donc, heureusement, un jour, ils vont crever et lâcher le pognon avec l'héritage et compagnie. Alors, instant grognon parce que plusieurs choses. Plusieurs raisons, cette histoire de boomer commence à me casser les pieds. Je vais pas vous mentir. À un moment donné, je commence à en avoir un peu plein le cul de cette opposition permanente entre les individus. Vous le savez, c'est mon cheval de bataille. Le clivage, le diviser pour mieux régner. Oui, les boomers ont des conditions favorables. Déjà, le terme boomer m'emmerde. Voilà, quand j'entends le mot boomer, j'ai l'impression qu'il y a Greta Thunberg qui vient m'emmerder à côté de moi. You stole my dream. Excuse-moi, je vois du CO2 à l'œil nu. Ben, ferme les yeux et ferme ta gueule. Ça nous fera des vacances. Donc, déjà, ça m'emmerde. Le terme boomer, ça m'emmerde. On peut parler de retraités favorisés, si on veut. Déjà, c'est plus juste. Parce que boomer, je suis désolé, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Un boomer, si c'est quelqu'un qui a plus de 60 ans, il y a des clodos à plus de 60 ans. Dans nos villes, il y a nos anciens qu'on trouve parfois dans la rue. Donc, un boomer, c'est pas quelqu'un qui a plus de 60 ans. Et qui considère qu'avoir des cheveux bleus et se sentir cuvette de toilette, c'est un peu emmerdant. Parce qu'on met tout là-dedans. Ça veut tout dire, boomer. Alors oui, boomer, dedans, t'as le retraité qui vit à Cannes, qui est pété de thunes, qui passe ses journées à bronzer, on dirait qu'il nous est passé à la friteuse. Et puis t'as aussi le boomer, en fait, qui a plus de chicot et qui vit dans la rue. Et qui mendie devant le Carrefour City, tu vois. Donc boomer, il y a tout ça dedans. Donc déjà, ça m'emmerde. C'est l'avantage des termes en anglais, c'est que tu mets tout dedans, on dirait Marlène Schiappa, et c'est fatigant. C'est fatigant. Donc déjà, soyons précis. Si on parle des retraités favorisés, parce que là, on parle d'économie, donc je suppose que c'est ça qu'on entend. Après, il y a peut-être
l'aspect boomer sur le côté, sur le côté peut-être idéologique. Je sais pas, hein, dites-moi dans le chat. Il y a Miliud qui dit non, Rémi, tu fais un départ sur du faux. C'est vrai que je suis parti plein gaz. Mais dites-moi ce que vous entendez par boomer, les amis, parce que à vrai dire, le terme m'énerve. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Donc si quelqu'un a des éléments, une définition de boomer, tiens, on va voir définition boomer, Larousse. On va voir ce qu'elle peut nous dire, la rouquine. Regarde, tiens, on va voir la définition du dictionnaire. Donc voilà, bah tiens, c'est dans le Larousse en plus cette merde. Alors ça marche toujours pas, ma Game Boy, évidemment, ça m'aurait étonné cette affaire. Boomer, anglais boomer, de to boom, gronder. Voilà. Et Larousse nous dit synonyme, dans une enceinte acoustique. Il est con là, Larousse ou quoi? Ça veut dire boomer. Ah, d'accord, en fait c'est boomer dans les... Ok. Ah ouais, attends, il y a aperçu IA, c'est l'IA qui nous répond. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, l'IA? Une personne née pendant la période du baby-boom qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, une forte augmentation de la natalité qui s'est étendue jusqu'au milieu des années 60. L'expression boomer est aussi utilisée familièrement, parfois de manière péjorative, pour désigner une personne plus âgée, perçue comme déconnectée des réalités actuelles, ou réticente au changement. Bon, et j'étais pas très loin, non? Non, j'avais mauvais ou pas? Ouais. La girafe 84 il est né après-guerre, mais le terme a été dévoyé pour englober les retraités. Jojo l'asticosauteur boomer, c'est une génération, ça comprend donc tout le monde entre telle date et telle date. On n'a pas le choix dans la date. Rick Stasi, ma mère a 64 ans, jamais chômé et toujours à travailler. C'est la génération encore avant. Les enfants de l'après-guerre, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Ok, bon. Oh, donc c'est ça. Et Jean-Pierre ma mère qui dit t'étais loin, je pense pas que le clodo 60 ans dans la rue ne veulent pas te changer comme les boomers. Bon, alors j'ai pris vos messages pour justement avoir une définition plus large qui englobait ce que vous dites. Alors très honnêtement, ça change pas le goût de la salade. Ok, ce sont des gens nés jusqu'à la moitié des années 60. Bah aujourd'hui, ils ont 60 ans. Donc j'étais dans les clous. Mais en fait, il y en a qui me disent les enfants nés du baby-boom. Ouais, c'est ça. Si le Gorin qui dit si t'as 60 ans en 2025, t'es le dernier des boomers. Donc c'est ça, t'es à la fin du bordel. Bon, dans ces eaux-là. En vérité, ça change pas vraiment ce que j'allais vous dire. Ce qui me gonfle, déjà, le terme, c'est qu'il est englobant. Ça veut absolument rien dire. Le terme est englobant. Merci pour vos précisions, les amis. Comme ça, on a quelque chose de plus précis. Mais j'étais plutôt sur la perception, en fait, qui est faite de ça, pas sur la tranche, on va dire, socio-démographique. Ce qui m'emmerde, c'est que les termes englobants, comme cela, et en plus en anglais, ont précisément pour but d'installer des notions floues. C'est qu'au boomer, je pense que vous arrêtez 10 personnes dans la rue, vous leur posez la question, vous allez avoir 10 définitions. Alors peut-être que la définition originale est mal connue, ça je veux bien l'entendre, mais en attendant, en population générale comme on dit, le masque n'est pas utile, déjà première nouvelle, et surtout en population générale, vous aurez des gens qui ne considèrent pas la notion de la même manière. Donc ce qui m'emmerde, déjà ça, le terme est flou. Bon, et quand c'est flou, il y a un loup. Et quand il y a un loup, il y a Roman Polanski, attention à vos gosses. Donc ce qui m'emmerde, c'est que le terme n'est pas clair. Mais au-delà de ça, il y a toute une instrumentalisation qui est faite. Avec ce terme de boomer, au départ, on a commencé à l'entendre. Alors, tu sais, le clicheton, je crois que la meilleure définition du boomer, au-delà de la tranche d'âge, putain, j'ai le même prof que Stéphane Séjourné. Au-delà de la tranche d'âge, le boomer, c'était Christian Clavier dans les films des 15 dernières années. Je crois qu'il n'y a pas meilleure définition du boomer que celle-là, en vérité. Le ronchon qui vote UMP... qu'a la nouvelle Peugeot qui va bien, qui a un peu de pognon, mais qui roule pas non plus sur l'or. Et là, je vous fais le nouveau scénar de la comédie qui sort dans 1 an, à mon avis. Dans le film, Christian Clavier, il a une fille, et en fait, sa fille, elle vote écolo parce qu'un jour, elle allait à la Biocop et elle se prend pour José Bové. Bon. Donc voilà, vous avez le scénar du film, c'est cadeau, UGC, je prends même pas des sous là-dessus, mais la définition du boomer, c'est celle-là. Avec... ce qui a caractérisé le boomer, c'est l'émergence d'une génération, X, Y, on ne sait plus où ils en sont, d'une génération actuelle qui prend conscience des problèmes. Ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience de l'écologie. Parce qu'avant, tout le monde n'en avait rien à foutre. Ils ont pris conscience. Donc, il y a une prise de conscience chez les jeunes qui s'en prennent aux boomers. Donc, vous pouvez prendre le problème par tous les angles,
L'intérêt du boomer, c'est qu'il clive. On va monter les gens contre lui. Parce qu'il n'est pas assez écolo, parce qu'il est trop riche, parce qu'il vote trop à droite. Il a toujours un problème, le boomer. Tu as une case qui n'a pas de définition précise, en tout cas qui n'est pas entendue par la majorité de la population. Parce que si tu parles de retraités favorisés, déjà c'est un petit peu plus clair. Le boomer, c'est pratique parce que tout le monde peut se retourner contre lui et on ne sait pas qui c'est. Donc, ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a ce flou, on va pas faire 3 heures là-dessus, vous avez compris l'idée. Mais la tribune, parce que ça part de là, la tribune dans Libération, ce qui me rend zinzin, c'est que vous avez, peut-être que c'est ironique, peut-être qu'il y a un ton léger qui m'a échappé, et dans ce cas-là, mea culpa. Vous avez une tribune dans un journal sérieux qui est le Figaro, c'est pas non plus la gazette du chat qui pète, donc je m'attends pas à y trouver des blagues. Vous avez une tribune économique qui vante les mérites de la mort des boomers. Alors vous mettez qui vous voulez dans les boomers. Vous mettez qui vous voulez. En vrai, au fond, on s'en fout. Parce que vous avez compris mon idée. On a une case floue qui est pratique parce que tout le monde peut leur en mettre plein la gueule aux boomers. Donc c'est pratique. D'un côté, tu vas, on va dire, expurger les colères de certains groupes de population contre une cible qui n'existe pas. Donc c'est pratique. T'en as qui vont dire les boomers c'est les salauds, faut les crever. Mais en même temps on sait pas qui c'est. Donc les gens en colère, ils sont plus trop en colère parce qu'ils ont éjaculé leur colère si j'ose dire. Et les boomers ils sont pas emmerdés parce que de toute façon personne n'est boomer. Tu vois. C'est comme les électeurs d'extrême droite. Le RN fait 30%, mais tu demandes dans la rue, t'as aucun électeur du RN. Le boomer c'est pareil. On est toujours le boomer d'un autre si tu veux. Donc c'est pratique comme clivage. C'est un clivage qui coûte rien au pouvoir. Les gens se bouffent le nez entre eux, les gens s'engueulent entre eux, mais personne vient te dire, mais attendez, des vieux riches qui se gavent de pognon et qu'en branlent pas une, c'est pas des boomers que ça s'appelle, c'est des ministres. Hein, c'est des parlementaires. Non. Le boomer, c'est un prolo qui s'ignore. Si tu veux, le boomer, hein, pour désigner le boomer, il faut d'abord que ce soit pas un politicien, que ce soit pas un membre de l'élite bourgeoise. Et voilà, c'est ce qui est pratique avec le boomer, c'est qu'on sait pas qui c'est, mais on sait qu'il est dans le peuple. Tu vois ? Et ça fait de lui une cible en or. Parce que s'il faut casser la gueule à quelqu'un, c'est pas aux élites bourgeoises. Eh oui, le boomer, comme je vous dis, c'est Christian Clavier dans les films. Donc c'est Monsieur Tout-le-Monde. Et ça me casse les pieds. C'est ce que je trouve précisément dangereux. Et c'est une fois de plus fort pratique pour les élites bourgeoises en place. Ils parlent de boomers, mais ils te disent pas qui c'est. Donc ça les éloigne du problème. Et là, ce qui est génial, c'est que maintenant, il faut les tuer, les boomers. Bah oui, parce que ça va faire ruisseler l'argent, en fait. Donc si on bute les boomers, c'est super. Alors, je peux pas vous dire que je n'y pense pas maintenant. Comme dirait Eric Ciotti, ce serait un peu tiré par les cheveux. Donc, je vous le dis, ça reste entre nous. Encourager à faire mourir des personnes âgées pour récupérer leur patrimoine, dans une période où au Parlement on étudie l'euthanasie sans limite, j'y vois comme un lien, même symbolique, mais j'y vois comme un lien. Donc, bon, allez, oui, c'est tiré par les cheveux, j'en conviens, mais je trouve que de manière symbolique, c'est une drôle de période quand même. À une époque où il y a des boomers qui gardent du pognon dans leur placard, et puis il faudrait faire ruisseler le capital pour que tout le monde puisse le récupérer, notamment l'État, avec les droits de succession, hein, n'oublions pas. C'est bizarre à ce moment-là, au moment où on veut faciliter la mort de nos anciens, c'est à ce moment-là qu'il faudrait que les anciens crachent le pognon. Le hasard fait bien les choses. Voilà. Hein, comme dirait Rudi Reichstadt, le hasard fait bien les choses, je vous envoie un devis, ça fera 16 000 balles. Donc si vous voulez, je peux pas vous cacher les amis que je vois une continuité, pour redevenir un petit peu sérieux, je vois une continuité dans ce genre de discours en France où on va cliver vis-à-vis des boomers, vis-à-vis de ceux qui ont un capital assez conséquent, mais pas assez pour faire partie de l'élite bourgeoise. Parce que on peut faire une tribune dans le Figaro en disant « Heureusement, les boomers finiront par mourir ». Par contre, on ne peut pas dire « Heureusement, les sénateurs finiront par mourir ». Ça, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire « Heureusement, Alain Duhamel finira par mourir ». Ça, on ne peut pas le dire. Pourtant, il est vieux, il est pété de thunes, il a un capital à transmettre. Mais tu ne peux pas dire ça, parce que là, on peut porter plainte contre toi. Parce que c'est incitation à la haine, je ne sais quoi.
Parce que ça voudrait dire qu'on veut du mal à cette personne. Donc c'est marrant de se dire qu'une fois de plus, on peut dire que le peuple, il est souhaitable que le peuple crève. Parce qu'il est boomer, parce qu'il est d'extrême droite, parce qu'il est vieux. Vous mettez le motif que vous voulez. Ça, tu peux le dire. Par contre, dire que les membres de nos élites doivent aussi mourir, ça, t'as pas le droit. Il n'y a pas de tribune dans le Figaro pour dire vivement que les députés trop âgés crèvent. Ça, il n'y a pas. Il n'y a personne qui fait une tribune. Putain, un bon infarctus pour l'archer, on serait pas mal. Non, personne fait ça. Donc, voilà pourquoi c'est un instant grognon, les amis, que je voulais vous partager, parce que je ne peux pas ne pas vous dire que j'y vois un lien avec l'euthanasie sans limite. Vous savez, on s'est beaucoup engagé contre ça sur Juste Milieu, et on va recommencer, évidemment, parce que les débats reprennent à la fin du mois, si je dis pas de conneries, en tout cas autour d'octobre. Donc j'y vois un lien, et véritablement, je voulais dénoncer ça, je voulais vous en parler, parce que cette tribune m'a très franchement choqué. Sans avoir des pudeurs de gazelle, comme dirait Mélenchon, cette tribune m'a choqué. Je trouve ça choquant que dans les médias français, choqué toute proportion gardée quand même, dans les médias français, on puisse appeler comme ça à la mort des gens. À la mort des gens, qui plus est à des fins économiques. Je trouve ça scandaleux, et je trouve que ça valide l'ambiance qui accompagne ce projet de loi pour l'aide à mourir, où il y a d'abord des motifs de pognon, et aujourd'hui on encourage des gens à mourir pour récupérer leur pognon, et ça me pose problème. Voilà, qu'ils soient boomers ou pas, j'ose espérer qu'une société saine soit une société où l'État encourage les gens à vivre le plus longtemps et à vivre le mieux possible. Et que la société met toute son énergie pour accompagner ces gens-là, pour leur offrir une fin de vie digne, et la dignité ne passe pas par le suicide assisté. Ça, c'est un mensonge. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette tribune. Après, on va aller en Allemagne. J'ai une petite chose à vous partager encore sur un dossier qui a vite disparu. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette tribune. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous interpelle? Dites-moi, les amis, parce que voilà, comme d'hab, hein, c'est mon avis, et je veux pas vous dire que j'ai raison, hein, évidemment. Je vous partage ça. Dites-moi un petit peu votre son de cloche là-dessus. Les copains, los copinos, comme on dit. Zabou 1961 qui dit eugénisme, c'était clairement annoncé, ça se déroule sous nos yeux. Milieu de Rémi, dans mon métier, je peux te dire que les boomers sont les pires. Flatipus, le gouvernement les a protégés en nous enfermant. Dans ton milieu, moi, du moment que je bois du maté au bureau, il n'y a plus de saison, les boomers, fallait les tuer à la naissance. Milieu, ils veulent le patrimoine de leurs ascendants et ne rien transmettre à leurs descendants. Je vous avoue, les amis, que les boomers, pour moi, c'est vraiment une fracture sociale qu'on essaie d'installer pour opposer les gens entre eux, et je pense que c'est une connerie. Je pense que c'est une gigantesque connerie. On est en train de faire porter le chapeau à quelques milliers, à quelques dizaines de milliers de Français, alors qu'on se fait emmancher depuis des décennies par nos élites culturelles et politiques qui ont fait ce que la France est, et c'est jamais de leur faute. T'as des ordures qui sont aux manettes depuis 40 ans et qui viennent t'expliquer qu'aujourd'hui, c'est la faute de Sylvain, boomer, qui a bien croqué dans l'héritage de ses darons. Effectivement, il en reste moins pour ses gosses. C'est lui le problème. Alors, on n'est pas sérieux. Enfin, je trouve pas ça sérieux. Franchement, je trouve pas ça sérieux. Je trouve ça même trop facile de se défausser toujours sur quelqu'un. C'est un coup, c'est l'immigré, un coup, c'est le boomer, un coup, c'est le machin. Mais en fait, on sera tous le boomer de quelqu'un un jour. C'est ce que je vous dis. Il y aura tout le temps une raison pour que la société nous fasse la peau. Tout le temps. Par contre, ceux qui décident, jamais. Jamais, jamais. C'est passionnant, hein. C'est passionnant. Tu vois, François Hollande, il est député aujourd'hui. Tu vois. Et par contre, la France, si elle va mal, c'est la faute des élites. Ah d'accord, pardon. Il est dans la politique depuis 40 ans, il a croqué tout ce qu'il pouvait en termes d'argent public. François Bayrou était Premier ministre il y a 2 semaines. Hein. Mais c'est la faute des boomers, évidemment. Tu vois. Et François Bayrou n'est pas un boomer, évidemment, c'est connu. Donc non. Je vous avoue, les amis, alors c'est peut-être un discours évidemment sûrement réac ou démago, tout ce que vous voulez, mais j'ai du mal avec les clivages un peu faciles, je vais pas vous mentir. Zabou 1961 qui dit pourquoi les boomers nés en 46-47 suite à la victoire seraient de même profil, n'importe quoi cette nouvelle définition de boomer, diviser pour mieux saigner, le Cassandre qui nous dit ça, le Gorin, bah si c'est un boomer, Bayrou, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais détends-toi le Gorin, déjà j'adore les messages en détente comme ça. Je dis que c'est pas un boomer aux yeux des médias. Les médias nous expliquent que ceux qu'il faut saigner, c'est le peuple. Personne te dit qu'on va saigner Bayrou. C'est pour ça que je dis que c'est pas un boomer dans le discours médiatique.
Détends-toi, le gros. Milieu qui dit les boomers, c'est 20 millions de la population. Mais quand bien même, enfin, je sais pas, ça m'horripile. C'est clivage facile, alors qu'on se fait emmancher par le même système depuis des décennies. Je trouve ça un petit peu facile. Mais bon, c'est mon point de vue là-dessus, les copains. On continue avec un autre sujet. Je voulais vous en parler parce que j'ai vu passer ça et j'ai trouvé ça assez rigolo. Rappelez-vous les amis, il y a 2-3 semaines environ, c'était le sujet du moment, le sujet où ça y est, le système était en train d'abattre des opposants politiques. C'était un scandale absolu. Ça y est, en Allemagne, on voulait tuer des candidats aux élections. Donc, c'est une purge électorale qui aura duré 3 jours en France. Hein. Un scandale incroyable qui aura duré 3 jours. Vous me voyez venir, j'imagine. Rappelez-vous ces candidats de l'AfD, donc l'extrême droite en Allemagne, qui, donc on parle de 7 personnes, qui sont mortes sur un laps de temps assez court. Merci à Maral059 pour le subprime 18e mois, merci beaucoup. Et vous aviez en France des vidéos qui nous ont expliqué que ça y est, on tuait les candidats aux élections, l'AfD était menacée, c'était complètement fou, il fallait se mobiliser. Ça a duré 3 jours. Merci à Téta de Machin également pour le sub 21e mois. Rappelez-vous cette histoire d'AfD. Ça a duré 3 jours et encore plus curieux, personne n'a parlé, en tout cas j'ai pas vu beaucoup de contenu là-dessus, sur les résultats des élections. Avec l'AfD qui a fait un très bon score dans ces élections en Allemagne. Regardez, c'est Libération qui nous dit ça. Alors mon truc marche toujours pas, c'est pas grave. L'AfD s'enracine dans l'ouest des élections locales, donc c'est la même région où il y a eu ces disparitions évidemment suspectes. Hein, on en avait parlé dans le Juste Bistrot, je vous renvoie vers le contenu là-dessus. Évidemment que c'était suspect. Et l'AfD a fait un très bon score. Libération nous dit « L'AfD, première force d'opposition à l'Assemblée fédérale, le Bundestag, a démontré dimanche que sa politique de dédiabolisation façon Rassemblement national fonctionnait aussi en Allemagne. Les dirigeants du parti ont réussi à mettre l'aile radicale en sourdine. Leur discours est plus polissé, nanana. » Et ils ont triplé leur score par rapport à 2020 avec plus de 15% des voix et confirmé leur implantation dans l'ouest du pays. Donc c'était bien dans la zone Rhénanie du Nord-Westphalie. Pourquoi je vous dis ça, les amis? Alors, je ne vais pas redire tout ce qu'on s'était dit. Hein, évidemment, il y a des suspicions légitimes sur la mort des gens. Mais ce qui me fatigue un petit peu, c'est que en France, il y a plein de gens qui sont montés au créneau en disant c'est catastrophique, il faut se mobiliser. Alors, c'est la mobilisation qui a duré 3 jours. Et en fait, les dossiers disparaissent. On fait peur aux gens, on met bien de l'huile sur le feu, et après, on n'en parle plus. Donc, ce qui est peut-être aussi la marque d'un emballement. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ça, les amis, parce que je trouve ça un petit peu dommage. Cet emballement. Il faut suivre les dossiers. On ne peut pas se contenter de jouer avec la peur en disant « Oui, mon Dieu, c'est horrible, il y a des morts suspectes. » Et après, tu ne suis pas les dossiers. Peut-être qu'ils auraient fait plus sans ces morts. Ça, on ne sait pas. On reste dans la supposition. Mais voilà, je voulais vous reparler de ce dossier de l'AfD, les amis, pour suivre un peu tout ça. Parce que je trouve ça dommage d'arriver, de dire « Mon Dieu, c'est catastrophique, ça dure 3 jours. » Et puis après, on n'en parle plus du tout. Je trouve ça un poil malhonnête. Donc, je voulais suivre le dossier, vous donner les résultats, les amis. Et il y a plus de saison qui dit, et je suis plutôt d'accord, mais qui dit une actualité chasse l'autre. Oui, mais par contre, quand tu montes en épingle les trucs en disant le système tue des opposants politiques, c'est sérieux quand même. C'est sérieux. Donc, faut qu'il y ait une continuité. Dans ce cas-là, faut qu'on assume qu'on joue à BFM TV, tu vois. C'est-à-dire, on joue à faire peur aux gens, on monte en épingle les dossiers et il se passe rien. Donc, non, restons prudents. Pour vivre heureux, restons prudents. Un autre dossier dont je voulais vous parler, les copains, c'était dans les Échos. Les Échos d'aujourd'hui, alors rapidement, je l'ai mis dans le titre de cette vidéo, alors on va en parler assez vite, mais l'Espagne qui suit la même voie que l'Italie sur le volet de l'immigration, les copains. Attends, oh là là. Antoine Job qui nous dit dans le chat, détends-toi les amis. Détends-toi. Antoine Job qui nous dit « Donc ils sont pas morts car le score est bon, point d'interrogation. » Est-ce que j'ai dit ça? Soufflez les amis, détendez-vous. Je vous en supplie, détendez-vous.
ça part vite en besogne par moment, mais ça part vite. Mais ça fait partie des réactions, comme je disais au début de l'émission. Mais parfois, waouh! Putain, et je vous dis ça, moi aussi je m'emballe, hein. Moi aussi je dis ça pour tout le monde. Hein. Mais Antoine Job, est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit parce que les résultats sont bons, ils sont pas morts? Ah, c'était du second degré, putain, excuse-moi. Ah bah je savais pas. Excuse-moi parce que depuis tout à l'heure avec Maisto, je ramasse des trucs en mode c'est ma faute de vouloir lutter contre Morandini. Alors tu sais, le second degré, j'étais pas branché dessus aujourd'hui. Excuse-moi, pardon mon Antoine Job. Tu vois, je me suis emballé. J'ai été l'incarnation de ce qu'il faut pas faire. Et ça, c'est malin. Excuse-moi mon Antoine Job, tout va bien alors. Pim pam poum. On a quoi? Oui, les échos. Ouais, c'est une blague finalement. Dans la page 10, très exactement, la page 10 des échos, les échos. Ouais, c'est une vanne des tuches qui m'a beaucoup fait rire dans les tuches 5. On nous parle de l'Espagne, regardez, Espagne. Putain, mais pourquoi ça marche plus ma Game Boy à la con là? C'est con parce que j'étais bien techniquement jusqu'à présent. En Espagne, le pari de l'immigration légale pour soutenir la croissance. On a toute une analyse signée Cécile Thibault et je voulais vous en parler assez brièvement parce que bon, il n'y a pas de grande révélation, mais je voulais vous en parler parce que c'est exactement ce que fait l'Italie et à mon avis, c'est ce qui va se passer en France. On en a parlé il y a quelques jours hein, quand on évoquait la question de l'immigration. En Italie, le tour de passe-passe de Giorgia Meloni a été bluffant. Il a réussi à enrhumer quand même pas mal de gens. Giorgia Meloni nous a expliqué que elle avait lutté contre l'immigration, que les entrées illégales avaient baissé drastiquement, que c'était complètement fou. Des résultats incroyables. Regardez l'Express. Hein, l'Express a titré cette semaine la femme forte de l'Europe. Hein, je vais vous montrer l'Express qui nous fait la une hein, avec Giorgia Meloni. Regardez, ça c'est la une de l'Express de cette semaine. La femme forte de l'Europe. Tu vois, donc tout le monde te dit elle est super Giorgia Meloni. Elle a tellement réduit l'immigration qu'en fait elle a régularisé en expliquant que démographiquement l'Italie est dans une situation compliquée avec un nombre d'enfants par femme qui a baissé ces dernières décennies et donc l'Italie a besoin de bras, elle a besoin de main d'œuvre, donc on régularise des migrants, ce qui fait que vous ne baissez pas l'immigration, vous la légalisez et ça la sort des chiffres de l'immigration illégale, de gens qui ne sont pas légalisés. Donc, ce que fait Meloni, c'est un tour de passe-passe où, dans les chiffres, l'immigration illégale baisse parce qu'effectivement, tu renvoies de plus en plus de gens, mais tu en légalises de plus en plus. Et l'Espagne va faire exactement pareil, pour exactement les mêmes raisons, mais à un niveau incroyable. Je vous lis ce que nous dit les Échos, la journaliste des Échos. Donc, je vous lis tout le chapitre, hein. Au moment où dans les pays voisins les frontières se ferment, l'Espagne veut rouvrir des voies d'entrée légales pour attirer une immigration choisie. En parallèle, le règlement sur les permis de séjour mis en place en mai 2025 facilite aussi la régularisation des personnes déjà sur place depuis au moins 2 ans, à condition qu'elles puissent prouver leur intégration pour des raisons professionnelles, familiales ou de formation. La procédure devrait déboucher sur la régularisation d'environ 900 000 personnes d'ici à 3 ans. 900 000 personnes. L'Italie est battue. Parce que Meloni avait annoncé, si je dis pas de conneries, c'était 500 000. Attendez, c'était 500 000 à 3 ans. Je vérifie ce que je vous dis. Voilà, c'est ça. Hein. Toujours les Échos, c'était bien ça, regardez. Meloni ouvre les portes à 500 000 travailleurs étrangers supplémentaires. En 5 ans, la coalition des droites aura fait venir près d'1 million de travailleurs extracommunautaires pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre. Donc, l'extrême droite, aujourd'hui, c'est ça. L'extrême droite, qu'on vous présente comme les héritiers d'Hitler et tout, ça va mieux. D'ailleurs, ça va mieux. Hein. L'Hitlérite, qui est cette forme de grippe d'extrême droite, est en train de disparaître. L'Union européenne fonctionne très bien avec les partis d'extrême droite. Et donc, l'extrême droite, c'est ça. C'est-à-dire l'extrême droite autorisée par le système bruxellois, c'est cette extrême droite qui dit les migrants, c'est pas bien. Mais on a besoin de main-d'œuvre, donc il n'y a plus de migrants vu qu'on les légalise. Ça devient des Italiens, des Espagnols, et demain, ça deviendra des Français. Je ne vois pas comment, et sûrement que je me trompe, hein, vraiment sûrement que je me trompe, mais je ne vois pas comment. Parce que là, on peut parler de grand remplacement, évidemment, ou de créolisation, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose.
Je ne vois pas comment les partis d'extrême droite en France, que ce soit Reconquête, le RN et d'autres, qui ont un discours rude sur l'immigration, je ne vois pas comment ils vont éviter d'en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, on nous le dit, la France a besoin de bras, il y a des secteurs qui ont du mal à recruter, qui ont du mal à trouver du monde. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne. Je ne vous parle pas de pays à l'est de l'Union européenne, je vous parle de nos voisins frontaliers. Ils en sont là, avec des structures démographiques qui sont à peu près comme les nôtres. Je ne vois pas comment nos partis d'extrême droite vont éviter cette situation. Et s'ils ont un plan pour ça, c'est vraiment la question à poser. Aujourd'hui, à Jordan Bardella et Sarah Knafo, il faut leur poser la question. Comment vous évitez la situation de l'Italie et de l'Espagne ? Et donc, à partir de là, l'Espagne et l'Italie, enfin surtout l'Italie, parce que l'Espagne, c'est un gouvernement socialiste. Donc à la rigueur, bon, il n'y a pas vraiment de trahison là-dessus. Mais l'Italie, qui a un gouvernement d'extrême droite, je ne vois pas comment aujourd'hui les électeurs ne se sentent pas dupés. Alors dans le chat, il y a F-Society72 qui dit « légaliser et naturaliser », il y a une différence quand même, je suis complètement d'accord. Mais tu as quand même un solde, si tu veux, migratoire qui est trafiqué. Parce qu'en légalisant, tu sors des chiffres, donc tu donnes l'impression que tu fermes tes frontières, alors que non, tu ouvres tes bureaux de légalisation, c'est tout. Et c'est ça qui me semble suspect. Alors il y a Romano5962 qui dit « Rémi, je peux me tromper, mais je dirais qu'il y a l'immigration qui sait s'intégrer et celle qui crache sur la terre qui l'accueille. » On en a parlé, il y a quelques jours. Je pense que c'est une logique de masse. Je pense que c'est une logique de masse. Je suis d'accord pour dire qu'il y a des populations sur le plan religieux, qui sont plus ou moins facilement assimilables. C'est vrai. C'est vrai que l'islam est peut-être moins facilement assimilable des peuples de tradition musulmane sont peut-être moins facilement assimilables que des peuples de tradition chrétienne. Ça, j'en conviens. Et d'ailleurs, ça marche dans l'autre sens. Un peuple chrétien sera peut-être moins facilement assimilable s'il va s'installer au Qatar. Ça, c'est vrai. Mais je pense surtout qu'il y a une question de masse. Et intégrer des vagues de travailleurs maîtrisées, pourquoi pas. Intégrer des vagues migratoires maîtrisées, pourquoi pas. Mais quand, là, vous parlez de 900 000 personnes en 3 ans, c'est conséquent. C'est conséquent, quand même. Avec des répartitions, d'ailleurs, qui sont inégales, parce que la répartition des migrants se fait souvent dans les grands centres urbains, dans les grandes villes. Donc, c'est ça qui me fait dire qu'à un moment donné, la masse crée des problèmes, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture. Et je veux bien entendre l'argument, j'insiste là-dessus, parce que j'ai des gens, des droites extrême droite qui vont dire « oui, t'oses pas dire l'islam », si. Et voilà, je viens de vous le dire, comme ça tout le monde est content. Mais je crois qu'il faut être raccord là-dessus. Une fois de plus, c'est mon avis, c'est mon opinion, les amis. Je voulais vous parler de cet article parce que vraiment, ça remet un peu au centre le mensonge en fait de nos gouvernements de l'Union européenne. Hervéro qui nous dit 900 000 sur combien d'habitants. Je vais vous dire la population de l'Espagne à date, comme ça on aura les chiffres exacts. L'Espagne est peuplée aujourd'hui de 49 077 984 habitants. C'est quasiment en temps réel. Voilà. Donc vous avez 900 000, on va arrondir à 1 million grosso merdo, sur 49 millions d'habitants en Espagne. Ça fait 1/49e de citoyens qui déboulent en 3 ans. Donc voilà, pour la question migratoire les amis, ce que je pouvais vous dire là-dessus, et Sparkling Generator qui soulève un point très intéressant, et je trouve que c'est un point qui a sa place dans ce débat, c'est de l'esclavage moderne, c'est l'esclave qui paye son voyage, et je suis plutôt d'accord avec ça, d'importer en masse autant de travailleurs. À un moment donné, devra se poser la question du rapport à l'esclavagisme, parce que je trouve ça absolument scandaleux. Et effectivement, ça pose de sérieuses questions. Voilà les amis. Sur ça, ce que je pouvais vous dire niveau actualité, on va finir avec une dernière partie qui me tient à cœur. Je voulais vous proposer ça. J'avais prévu la semaine dernière, finalement non. Je vais le faire ce soir. Jour de manifestation, 18 septembre 2025, manifestation en France, juste après le 10 septembre. Je voulais aujourd'hui, les amis, vous parler de littérature. Revenir à mes premiers amours, et je vous ai fabriqué mon top 3 des romans
sociaux, parce que bah oui, il y a grève, donc on parle de la société. Et je reviens à mes premières amours à l'époque de Let It Be, ceux qui me suivaient à l'époque, les plus anciens, les plus fans. Je voulais vous parler de ça les copains, parce que ça me fait plaisir de temps en temps d'essayer d'éclairer un peu tout ce joyeux bazar avec la littérature. Et j'ai 3 bouquins à vous recommander, et je suis certain que vous allez accrocher, parce que vraiment ce sont des chefs-d'œuvre. C'est bon cette merde. Le maté. Alors, romans sociaux contemporains. Je précise romans sociaux contemporains parce que, évidemment, quand on parle de romans sociaux, on pense au Rougon-Macquart de Zola, on pense à plusieurs auteurs qui sont connus pour avoir parlé du quotidien des petites gens. Alors, évidemment, en premier lieu, on a Germinal, par exemple, du côté des mineurs. On a plein de références qui nous viennent en tête sur des références peut-être plus anciennes. Et là, je vous ai sélectionné 3 romans sociaux d'aujourd'hui. Donc, ils sont contemporains. Si ça vous intéresse, on pourra en sélectionner d'autres plus anciens dans une prochaine séquence. Mais vraiment, je voulais vous parler de ces romans sociaux ancrés dans notre quotidien. Votre quotidien, le mien, ancré dans l'époque d'aujourd'hui. Et 3 romans sociaux, les amis, on va y aller. Avec le premier, pêle-mêle, je vous présente ça avec joie les copains, et j'espère avoir vos retours si ça vous intéresse, si vous les avez lus, si vous les connaissez peut-être déjà. Je suis heureux de partager ça avec vous et de savoir aussi ce que vous en pensez. Le premier est signé Marion Messina, c'est Faux départ. Je vous montre les couvertures, comme ça si vous allez dans les librairies, vous allez repérer ça à toute vitesse. Il est publié en poche chez J'ai lu. Et c'est un bouquin sorti en 2017. Alors, j'ai un conflit d'intérêts avec Marion Messina, on se connaît, on a bossé ensemble dans Juste Mensuel, on avait l'honneur de travailler avec elle dans Juste Mensuel fut un temps, et Le Banquet également. Maintenant, chacun vole de ses propres ailes, mais voilà, conflit d'intérêts à dévoiler. Et donc, ce bouquin, et ce qui est passionnant avec les 3 romans que je vais vous proposer, c'est qu'au fond, les histoires sont extrêmement basiques. L'histoire de Faux départ, c'est l'histoire de Laetitia, qui est une jeune étudiante du côté de Grenoble, qui vit sa vie d'étudiante pour payer la fac. Elle galère un petit peu. Elle enchaîne des petits boulots qui n'ont aucun sens, dans des conditions assez lamentables la plupart du temps. Elle est méprisée aussi bien par les clients que par ses supérieurs. Elle fait ce qu'il faut. Et le livre nous raconte son histoire d'amour avec Alejandro, un étudiant étranger qui déboule pour quelques semaines, en France. Donc, je vous dis, l'histoire est extrêmement basique. C'est le quotidien d'une jeune fille de France avec ce que vit une jeune fille de France aujourd'hui quand on a 20, 25 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens-là ? Et ce que j'aime dans Faux départ, c'est que Marion Messina a une écriture d'une douce violence, si j'ose dire, d'une douce violence. Elle a cette capacité à décrire en quelques phrases assez incisives un quotidien qu'on vit tous. Dans l'absurdité de notre quotidien, les couleurs, les odeurs, les sensations, les émotions qui nous traversent dans ce que notre quotidien a de plus banal. Et Marion Messina arrive à mettre les mots. Vous savez, on a un peu cette impression de temps en temps quand tu discutes avec quelqu'un, tu penses à quelque chose, tu es dans la discussion avec cette personne, tu penses à un truc, à une idée que tu aimerais mettre dans cette discussion et qui, sans nul doute, a un intérêt incroyable par rapport à la discussion. Tu n'arrives pas vraiment à le formuler, tu réfléchis pendant que l'autre personne parle. Et à un moment donné, l'autre personne va avoir cette phrase où tu dis, bah oui, c'est ça, tu mets des mots sur ce que je voulais dire. On a déjà dit ça, tout le monde a déjà dit ça, les amis. Et merci à Ah merde, je savais pas pour le subprime 5e mois, merci beaucoup. Qui dit salut Rémi, un petit coucou du spectateur toujours décalé, j'attaque ton bouquin dès ce soir, bonjour à toute la commune libre penseur, merci camarade. Et donc Marion Messina arrive à taper juste à chaque fois avec une écriture qui peut même être un peu rude, qui secoue un petit peu, notamment dans son 2e bouquin qui s'appelle La peau sur la table, qui est sorti il y a 2-3 ans maintenant, que je vous recommande également, hein. Et Faux départ, c'est vraiment un bijou, les amis, d'actualité, un bijou de ce que vit aujourd'hui une jeune fille en France. Marion Messina n'épargne rien sur l'aspect social, sur les violences de nos sociétés, sur tous les problèmes contemporains qu'on peut traverser. Donc vraiment, je vous le recommande. C'est le plus ancien des 3, entre guillemets. Le 2e s'appelle Vie déposée. Alors, quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu, parce que Faux départ avait eu un gros accueil à l'époque, hein, il avait eu une très belle critique dans les médias. Et celui-là, donc Vie déposée, c'est signé Tom Louis
Teboul, il s'appelle, je vais vous montrer la couverture, là encore, c'est celle-là. Voilà, alors je crois pas qu'il soit sorti en poche, hein. C'est un bouquin qui a pas eu un succès foufou, mais je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Pour ma part, je l'ai trouvé vraiment génial. C'était à l'époque de Let It Be. Et ce bouquin, là encore, hein, avec une histoire très simple, très basique, nous plonge dans le quotidien de 3 SDF, 2 hommes et une femme, et nous met à la première personne dans le quotidien de ces invisibles de la rue. C'est-à-dire, vous savez, les invisibles qui sont devant les supermarchés, qui tendent un gobelet froissé, et on les regarde plus trop, parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est pas de votre faute, c'est de la faute de personne, cette situation. Mais on n'a pas le temps. Toi, tu dois faire tes courses vite fait, et puis putain, t'oses pas regarder le SDF dans les yeux, parce que sinon, tu te dis merde, je vais devoir filer une pièce. Enfin, voilà. Le quotidien de ces invisibles de la rue. Qu'est-ce qu'ils vivent? Une fois que toi, t'es parti du Carrefour City, qu'est-ce qu'ils vivent, ces gens-là? Et Tom Louis Teboul, là encore, nous plonge avec une écriture assez extraordinaire qui fait penser à celle de Louis-Ferdinand Céline. Alors, c'est un peu la tarte à la crème, il y a toujours des comparaisons qui sont faites à Louis-Ferdinand Céline, et il n'y en a qu'un, et il n'y en aura toujours qu'un. Mais il y a une écriture, là encore, qui est ciselée, qui est incisive, qui est rude aussi par moments. C'est un trait commun entre les 3 romans que je vous propose aujourd'hui, les amis, c'est qu'il y a toujours des écritures qui secouent. Parfois, on peut se plaindre, vous savez, des rythmes qui sont un peu chiants, on décroche du livre. Là, je peux vous assurer que vous allez accrocher aux 3 livres que je vous propose, parce que l'écriture est rythmée, elle est rude, parce qu'elle est vivante. C'est une écriture qui, pour les 3 livres dont je vous parle là, une écriture qui parle des vrais problèmes, qui parle de la vraie vie. Et la vraie vie, parfois, elle est rude. Donc là, quand en plus, on est plongé dans le quotidien de 3 SDF, 2 hommes, une femme, je ne sais plus si je l'ai dit, on a vraiment une plongée qui est saisissante, qui est passionnante. Donc vraiment, je vous le recommande aussi. C'est Vie déposée de Tom Louis Teboul, et peut-être mon préféré. Allez, mon préféré des 3. En plus, je suis un petit peu amoureux de l'auteur. Je vais me faire engueuler par Madame Milleux, mais ça reste entre nous. Ce livre s'appelle « Je ne suis pas là ». C'est sorti en 2025, pardon, c'est tout récent, publié chez Actes Sud. Il a été mis en poche il n'y a pas longtemps, chez Babel, si jamais. Je vous montre ça. Voilà, Je ne suis pas là de Lise Spitt, qui est une auteure flamande. Et en plus, elle écrit bien, elle est super, et je la trouve très belle. Bon, ça reste entre nous. Alors ça, c'est un clébard, ça n'a rien à voir. Voilà, Lise Spitt, regarde, elle est très très belle. Moi, je la trouve très très belle. Elle a le chignon comme ça me fait fondre. J'aime le chignon. Voilà, j'aime le chignon quand il est maladroit. Voilà, elle est très très belle. Bon bref, c'est pas le sujet, on s'en fout en vérité. Mais voilà, je trouve que c'est une femme extraordinaire qui écrit magnifiquement bien, qui a écrit un premier livre qui a été très remarqué, qui s'appelle Débâcle. Vous avez peut-être vu cette couverture dans les librairies qui ne laisse pas indifférent, hein, cette petite fille qui fume une clope. Un bouquin, j'avais adoré Débâcle déjà, roman social aussi, qui nous plongeait dans le quotidien de jeunes adolescents justement en Belgique côté flamand, qui rappelle un peu leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, mais je trouve que Débâcle était peut-être plus respectueux de son objet littéraire, mais c'est pas le sujet. Et Je ne suis pas là, je suis sûr à double titre que ça va vous plaire, les amis, parce que, donc, roman social, une écriture là encore ciselée, comme je vous l'ai dit, une écriture du vrai, une écriture du réel, un scénario, enfin une histoire qui pour le coup est très cinématographique. Vous allez voir, en fait, le livre commence par la fin, je vous en dis pas plus, mais vous allez être accroché. Ça, j'en mets ma main à couper, comme dirait Jamel. Vous allez être accroché parce que on a envie de savoir. C'est un roman social, c'est pas un thriller, c'est pas un polar, mais on a envie de savoir ce qui va se passer. On accroche immédiatement. Il n'y a pas beaucoup de personnages. C'est autour d'un couple, je vais vous expliquer. Autour d'un couple, il n'y a pas beaucoup de personnages. On a envie de savoir ce qui va se passer. Et le premier chapitre vous prend à la gorge et vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Et c'est un livre qui est assez long quand même, qui est assez long, mais qui est génial. Et pourquoi je sais qu'il va vous plaire, c'est parce que, à ma connaissance, c'est l'un des seuls romans récents, hein, lui il est sorti en 2025, qui traite, même si de manière peut-être un peu indirecte, il faut le reconnaître, qui traite du Covid, qui traite de l'enfermement lié au Covid et des dégâts psychologiques. L'histoire du livre nous plonge dans le quotidien d'un homme et d'une femme, une femme qui s'appelle Léonie, qui est surnommée Léo dans le livre, et Simon, son petit copain. Ils sont amoureux, 2 trentenaires à qui la vie sourit, impeccable. Tout va bien, ils ont un super appart, ils sont bien intégrés, ils ont du boulot, impeccable. Et petit à petit, Simon va fondre les plombs, comme on dit. Il va fondre les plombs. Je vous dis pas ce qui se passe, je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment.
Mais moi, ce que ça m'a évoqué tout au long de la lecture, et c'est pour ça que je serais très intéressé d'avoir votre point de vue, les amis. Ça m'a évoqué en fait les dégâts psychologiques du Covid dans la tête des gens, et notamment les jeunes, à qui on a enlevé des années de bonheur, des années de fête, des années de création de son identité dans la société. Et ce livre, Je ne suis pas là, pour moi, montre les effets secondaires du confinement, les dommages collatéraux. Et le livre est purement incroyable. C'est une des meilleures lectures que j'ai faites ces 2-3 dernières années, parce que le rythme, parce que l'écriture, parce que l'histoire. On est tous concernés par ça, de ces moments dans la vie où on pète les plombs. Et comment ça se manifeste autour de nous, nos proches, nos amis, notre travail, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, je vous invite à lire ce livre. C'est mon préféré des trois. Ils sont super, ils sont géniaux les trois. Mais Je ne suis pas là de Liz Pitt, qui est sorti en poche. Donc vous en avez pour 10 balles, même pas. Chez Babel, je le redis. Courez chez votre libraire. On va dans les petites librairies, hein, je compte sur vous. Hein. On va dans les petites librairies. Et vraiment, les amis, allez-y, 3 romans sociaux qui parlent de notre société pour voir les choses un peu autrement, parce que c'est bien beau de parler d'actu tous les jours, mais l'art, la culture sont là aussi pour nous aider à voir autrement notre réel. Je vous parle littérature, c'est plutôt mon dada, mais je suis sûr que tu as le cinoche, tu as plein de choses. Je vous invite à lire ces 3 livres, je le redis. Faux départ de Marion Messina, en édition poche chez J'ai lu. Vie déposée de Tom Louis Teboul, c'est sorti en 2018, publié aux éditions du Seuil, et sauf erreur, il n'a pas été republié en poche. Et sinon, Je ne suis pas là de Liz Pitt, en poche aux éditions Babel, c'est sorti en 2025. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire, j'avais à cœur de vous partager ça, vous le savez, c'est mon petit plaisir de vous partager des bouquins, des petites références comme ça. J'espère que ça vous a plu, j'ai hâte d'avoir vos retours. Si vous en avez lu un ou les autres, hein, c'est un peu comme on disait à l'école, tu sais, t'avais les concours de lecture, t'allais faire des fiches de lecture et tout. Ah, c'est un peu pareil. Je vais instaurer ça petit à petit. Je baille. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, les copains. J'espère que vous avez passé une bonne émission, une fois de plus. Et on va se retrouver demain, on finit la semaine, une semaine de grand chelem. On se sera vu tous les soirs, les copains, tous les soirs de la semaine du Juste Bistrot pour partager ce petit moment ensemble. J'espère qu'il vous fait du bien. Moi, ça me fait du bien de vous parler. On se marre, on parle de plein de choses, on partage. Et voilà, c'est imparfait. On n'est pas tout le temps d'accord, évidemment. Hein, mais on est ensemble. Et c'est le plus important. Donc demain, je vous donne rendez-vous et on va finir en délicatesse. On va parler de Brigitte Macron. Voilà, ça a été relancé l'affaire. Ils vont apporter des preuves, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Vous allez voir, on regardera le volet plus historique de l'affaire Brigitte Macron. C'est demain à partir de 16h45 pour le Juste Bistrot. Et puis après, ce sera le week-end top 14. Allez, Toulouse. Voilà, les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Passez une excellente soirée. Profitez bien. Ce soir, vous me cuisinez un truc sympa. On prend le temps de cuisiner. Moi, hier, j'ai fait un rougail saucisse. Regarde, qu'est-ce qui reste dans la boîte? Que dalle. Donc, vous me faites un repas. Demain, je poserai les questions. Qui a cuisiné quoi? Voilà. Je vous embrasse, les amis. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Vive la rigolade. Vive la France. Et à demain.